Pour cette mini-conférence, juste pour resituer l'enjeu et la commande, il s'agit d'aller un petit peu à l'essentiel. Vous m'excuserez des raccourcis que je prendrai forcément autour de ces questions-là. L'idée était de vous présenter les résultats d'une recherche sur la question de l'exclusion temporaire des collégiens, qui était et qui est d'ailleurs assez éloignée des enjeux immédiats de l'innovation. Sauf qu'au fur et à mesure de cette recherche, on a travaillé avec des établissements qui ont proposé des formes d'innovation, même si vous verrez que je reste un peu sceptique sur cette terminologie dans ces cas-là, mais j'essaierai d'aller un petit peu à l'essentiel pour vous présenter les grands résultats de ce travail-là. Ce travail est né d'abord pour essayer de contextualiser un petit peu les choses, d'une volonté de travailler la question de la justice scolaire et au travers des usages, des pratiques liées aux sanctions et aux punitions en milieu scolaire et plus particulièrement au collège. L'enjeu était de s'inscrire dans des travaux qui ont montré l'importance de la justice scolaire et l'impact des usages et des formes d'usage autour des sanctions et des punitions sur le climat scolaire. Le climat scolaire étant entendu dans une acceptation assez large. Je me réfère aux travaux de Cohen, par exemple, pour en parler. Le climat scolaire, ça renvoie aux relations au sein d'un établissement entre les enseignants et les élèves, ça renvoie au sentiment de justice à l'école, ça renvoie au sentiment de sécurité. Je ne vais pas étayer plus que ça. Il y a des travaux de Barbieux également sur cette question auxquels on pourra se référer. Mais dans un certain nombre de travaux, plutôt de la recherche anglo-saxonne, on a mesuré un impact fort et un lien fort entre la justice scolaire et le fait que les élèves aient un sentiment de justice qui passe à la fois par l'usage des sanctions et des punitions, mais aussi autour d'un certain nombre de questions liées à l'évaluation qui impactent fortement le climat scolaire. On a essayé aussi de s'inscrire dans la ligne de travaux qui lient l'enjeu de l'amélioration du climat scolaire à celui de la réussite à l'école. J'insiste un petit peu là-dessus avant de poursuivre vraiment sur la présentation des résultats. Ça me semble quelque chose d'important. On sait que la question du climat scolaire est souvent liée à celle de la violence à l'école. De fait, dans les travaux sur la question, le lien est important. Mais du coup, on a fait parfois de cette question du climat scolaire et de celle de la violence à l'école un débat et un enjeu d'abord de sécurité, très pollué par une mobilisation médiatique et parfois politique sur cette question, sans doute légitime, mais qui invisibilise complètement la question de l'articulation et de l'enjeu de l'amélioration du climat scolaire comme un facteur de réussite à l'école pour les élèves. Et il y a un certain nombre de travaux qui sont très très clairs là-dessus, à savoir que le climat scolaire et un climat scolaire positif, apaisé, on pourrait revenir sur ces termes-là, mais je fais vraiment des raccourcis, vous m'en excusez, sont une condition nécessaire pour la réussite des élèves. Je pense en particulier aux travaux d'Astor et Benvenisti, qui datent de 2005 et qui sont importants dans le champ sur ces questions-là, et qui montrent véritablement qu'un climat scolaire positif, qui plus est dans les établissements qui accueillent des publics dits, et là aussi j'utilise des guillemets plutôt défavorisés, est une condition de la réussite des élèves. Ça ne suffit pas à les faire réussir, mais en tout cas, c'est une condition de la réussite de ces élèves-là. Et donc, le lien entre sanctions à l'école, climat scolaire, réussite à l'école, on a voulu l'interroger au travers de cette étude et de cette recherche. On a pris cet angle-là, il y a d'autres aspects qu'on a travaillé, de l'exclusion temporaire, en se disant qu'elle était un révélateur intéressant de la construction de la relation éducative dans les établissements scolaires, du management aussi dans les établissements scolaires, et plus particulièrement là dans le cas du collège,
puisque, et là je vais très vite aussi, vous savez que ces exclusions temporaires sont prévues dans les textes comme étant de la responsabilité des chefs d'établissement. C'est un chef d'établissement ou une chef d'établissement qui peuvent et qui sont en mesure de prononcer une exclusion temporaire. Les exclusions temporaires, elles vont de 1 jour à 8 jours maximum, même s'il peut y avoir plusieurs exclusions temporaires qui se répètent pour un même élève durant l'année. Ça a été réduit, hein, il y a plusieurs années maintenant, on était passé de 3 semaines à 8 jours. Donc c'est une sanction qui nous a semblé intéressante à étudier parce qu'elle est aussi finalement très peu connue. On a peu de chiffres officiels autour de cette sanction. C'est une sanction qui est prévue dans les textes comme une sanction exceptionnelle, comme une sanction qui va un peu au bout du cycle des sanctions disponibles, de l'arsenal des sanctions disponibles pour les équipes éducatives et les directions des établissements. Et on a ce paradoxe où on a une visibilité assez forte sur les questions des conseils de discipline, sur les questions d'exclusion définitive d'élèves, où on a des chiffres relativement clairs, mais en revanche, sur ces exclusions temporaires qui sont plus diffuses et qui pourtant marquent le fait qu'on extrait les élèves des établissements pendant une courte période, il y avait un flou assez fort. Et sur des travaux ethnographiques qu'on mène en lien avec dans un certain nombre d'établissements franciliens, on avait constaté qu'il y avait beaucoup d'exclusions temporaires. Des équipes nous interpellaient là-dessus en nous disant il nous semble qu'on a beaucoup d'exclusions temporaires, beaucoup d'élèves qui sont exclus, mais on ne sait pas combien exactement. En tout cas, ça fait beaucoup. Bien sûr, des établissements avaient, eux, des comptabilités beaucoup plus précises, hein, et nous alertaient sur des chiffres élevés. Et on a essayé de travailler à un premier travail de recension et de mesure de cette exclusion temporaire. Je vais aller très vite sur ces aspects-là. Simplement vous dire que l'échantillon d'établissements est constitué de 76 établissements. On a des établissements du 93, du 91, du 77. On n'est pas, et j'insiste, sur un échantillon représentatif, ni de l'Académie de Créteil, ni d'un bassin francilien. On est sur un travail qui a d'abord été un travail ethnographique et puis qui s'est généralisé sur une analyse secondaire de données qualitative. On a travaillé beaucoup en lien avec les établissements pour faire cette recension de données. On a mis en place des protocoles dans les établissements pour relever ces exclusions temporaires. Il y avait des établissements où c'était déjà fait, je l'ai dit. Il y avait des établissements où c'était très nouveau. Et il y a eu beaucoup d'établissements où ça a été très compliqué à mettre en place. Et j'insiste un petit peu là-dessus, parce qu'on s'est heurté fortement à des résistances du terrain sur la question de la comptabilité de ces exclusions temporaires. Il a fallu travailler vraiment en lien direct avec des personnels d'établissement, souvent des CPE, mais pas seulement, parfois des équipes de professeurs, parfois des directions, travailler à l'opérationnalisation du relevé de ces sanctions temporaires, et puis avoir quelque chose de relativement simple. On n'est pas rentré dans le détail de l'heure, de qui donne la sanction, etc. C'est vraiment un relevé très simple, où on a le sexe des élèves qui sont sanctionnés, on a la durée de l'exclusion, on a fait un recensement sur certains établissements des motifs de l'exclusion, et on arrive au final à un travail sur 76 établissements, ça représente 38 000 élèves. 87% des élèves exclus sont des garçons, 13% donc sont des filles, ce qui va assez dans le sens de ce que montrent un certain nombre d'autres travaux qui s'intéressent à ces questions. Je pense aux travaux de Grimaud-Leprince ou Merle, par exemple, de Camille Masclet et d'autres encore. Mais je reviendrai très peu sur cet enjeu de la sexuation des sanctions, parce que ça nous amènerait ailleurs. Donc je présenterai vraiment j'irai vraiment à l'essentiel sur quelques grands chiffres et quelques grandes mesures, à partir de ces éléments-là, dont je redis qu'ils ne sont pas un échantillon représentatif, mais simplement un échantillon significatif d'un travail en collaboration avec 76 établissements du territoire francilien. Premier élément, un retour sur la durée moyenne des exclusions prononcées. Là aussi, j'utiliserai beaucoup dans cette communication des éléments de moyenne. Alors, on aurait pu avoir une approche plus scientiste, plus référée, mais j'ai vraiment souhaité rendre le plus accessible possible ces données pour d'abord illustrer le fait qu'on a une évolution dans l'année qui ne vous surprendra pas,
de cette durée moyenne des exclusions, avec un début où on a 1,25 jours d'exclusion en moyenne, ce qui est relativement peu, mais on monte sur les mois de janvier, de février et de mars à 3,53, 3,81, 3,09. Vous voyez ces chiffres sur le tableau qui vous est présenté, avec des durées donc, qui sont relativement longues et qui s'allongent sur cette période forte. C'est des choses qui ont déjà été mesurées. On sait qu'il y a ce lien avec des temps de fatigue, des temps d'usure dans les équipes et les usages de ces sanctions, de ces exclusions temporaires, le fait qu'on rentre dans l'année, le fait que ça décroisse en fin d'année fortement avec un mois de juin qui revient en dessous des niveaux du début de l'année. Ce n'est pas quelque chose de très exceptionnel, mais simplement confirmé par les chiffres, le fait qu'on a quand même des différences dans les moyennes assez élevées entre les mois de septembre, d'octobre, et d'autres mois comme les mois de janvier, février et mars, par exemple. Donc une évolution et une conclusion très rapide, qui est une évolution de la durée moyenne des exclusions selon les périodes considérées. Autre élément et sans doute plus important. Dans ce tableau, je vous ai restitué sur l'échantillon qui est le nôtre, le nombre d'élèves exclus en moyenne par mois et par établissement, au niveau de ce premier... vous n'avez pas ça ne vous met pas ma petite souris, tant pis. Donc, le nombre d'élèves exclus sur notre échantillon, ramené ensuite au nombre d'élèves exclus en moyenne par mois et par établissement, pour en arriver au nombre d'élèves exclus en moyenne par jour ouvré et par établissement. Évidemment, il y a un effet de lissage très fort par le calcul de ces moyennes, mais qui vous donne quand même l'idée, du coup, des exclusions temporaires sur ces différents établissements et du volume que ça peut représenter. Vous voyez donc, si je commente ce tableau sur la troisième colonne, qu'on a, au mois de septembre, 2,54 élèves en moyenne qui sont exclus par jour ouvré et par établissement. Donc à l'échelle d'un établissement, sur ces échantillons-là, c'est un peu entre 2 et 3 élèves qui sont exclus chaque jour. On monte en octobre à 7,29 élèves, ce qui est le plus gros chiffre de l'année, et pour tout vous dire, qui nous a beaucoup surpris et puis qui était assez contradictoire avec ce que je vous montrais avant, avec cette moyenne et ces temps de l'exclusion relativement courts. Et puis là, octobre, 7,29 élèves exclus en moyenne par jour et par établissement. Et j'insiste bien pour avoir l'idée de ce que ça représente à l'échelle d'un établissement. Et ensuite, on est autour de 3 élèves, moins d'élèves au mois de janvier, de février, alors qu'on a des durées plus longues, et une augmentation à nouveau sur avril et mai, et des niveaux assez significatifs. Et puis en juin, ça redescend. Je vais me focaliser un petit peu, parce que le temps est court et m'est compté, sur ce chiffre d'octobre qui nous a interpellés, pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'on a, sur le mois d'octobre, 7 élèves et demi, entre 7 et 8 élèves chaque jour, temporairement exclus. Bon, d'abord, une remarque un peu générique, ça représente énormément d'élèves, des flux d'élèves qui sont particulièrement significatifs. Si je reprends mes chiffres bruts, sur le mois d'octobre, sur les 76 établissements, ça fait 7 869 élèves qui ont été exclus au mois d'octobre, et ce sont bien des exclusions différenciées. On n'est pas sur des volumes de journées d'exclusion, on est bien sur un nombre d'élèves temporairement exclus. Et donc, chaque jour, entre 1 élève et 8 élèves qui sont temporairement exclus, ce qui est déjà, en termes de flux, particulièrement significatif. Là encore, je vais très vite parce que je n'ai pas le temps de le développer, mais ça va dans le sens et ça conforte des travaux qui ont été menés sur ces questions en France, où il semble bien qu'en France, et si on compare un peu avec la réalité d'autres pays, le système d'usage des sanctions et des punitions soit plus dur, ou en tout cas plus mobilisé que dans d'autres pays européens, voire nord-américains, quand on regarde les proportions de sanctions qui sont données. Quelle hypothèse pourrions-nous faire? Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour comprendre ces 7 élèves, entre 7 et 8 élèves en octobre, qui sont temporairement exclus? D'après vous, qui sont ces élèves-là? Et pourquoi en octobre, on a une telle masse d'élèves temporairement exclus chaque jour? Si je vous dis, à votre avis, est-ce que ce sont
des garçons, des filles qui sont punis, ou est-ce que ce sont des jeunes élèves, des vieux élèves? Qui, d'après vous, est puni sur des choses très, très ordinaires comme ça? Qui? Bon, les garçons, ça, c'est vrai. Alors, des jeunes, des vieux... C'est horrible, ce micro. Hein. J'ai l'impression d'être dans un show, vous savez, un stand-up. C'est très étrange. Ça me rappelle mes années lycée, pour le coup. Alors, jeunes ou vieux, les élèves? C'est des petits ou c'est des grands? C'est des grands. Eh bien, raté. C'est les petits. Et du coup, ça nous renseigne sur ces hypothèses que vous formuliez, où finalement, on vient dire souvent, ces exclusions temporaires, elles sont utilisées pour des motifs relativement légitimes, c'est-à-dire elles sanctionnent un comportement qui a été déviant, qui marque une perturbation forte de l'ordre scolaire. On sait que l'école contemporaine et l'école démocratique, elle est caractérisée, et Anne Barrère l'a très très bien montré, par une accumulation de ce qu'elle appelle des incidents qui renvoient à une négociation de l'ordre scolaire beaucoup plus marquée qu'une école seulement élitiste qui accueille des élèves qui sont prêts, si je le dis de manière un peu, en utilisant encore un raccourci, qui sont prêts à réussir à l'école. Là, on a un changement très très fort avec la massification scolaire. On accueille tous les élèves, mais on accueille aussi du coup des élèves qui ont une distance sociale à l'école plus forte que leurs prédécesseurs. Et il y a des incidents scolaires où il y a un changement aussi sociologique du corps enseignant qui fait que peut-être la tolérance à certaines attitudes est moins forte qu'auparavant, etc., etc. Et on aurait des sanctions qui marqueraient la déviance, qui répondraient à des comportements dits perturbateurs. Vous voyez là que sur le pourcentage d'élèves exclus selon la classe, et je rappelle qu'on est sur les exclusions temporaires, on n'est pas sur les exclusions de classe, on est sur les exclusions temporaires des établissements. Vous voyez que sur septembre et octobre, on a une très forte proportion d'élèves de 6e et de 5e qui sont temporairement exclus. Si on regroupe, pour que ce soit plus lisible, et je redis, là c'est une présentation vraiment minimaliste de ces données. Si on regroupe les élèves de 6e et de 5e et ceux de 4e, 3e, je vous ai mis en rouge, vous voyez que septembre-octobre, on est sur 70% des élèves exclus en septembre sont des élèves de 6e et de 5e, 79% des élèves temporairement exclus, j'ai dit le contraire, excusez-moi, 70% en septembre, 79% en octobre, ce qui est énorme. Près de 80% des élèves temporairement exclus sont des élèves parmi les plus jeunes. Et vous vous souvenez du tableau précédent aussi, où on avait là, octobre, un nombre d'élèves exclus très important. Donc c'est le mois où on a le plus d'élèves exclus, et très massivement, et où ce sont les élèves les plus jeunes, qui sont aussi massivement exclus. Ce qu'on a constaté en travaillant avec les établissements, et donc ça va recouper certaines de vos propositions, c'est que finalement l'exclusion temporaire, elle ne sanctionnait pas toujours, voire elle sanctionnait même rarement, chez les plus jeunes élèves, des comportements perçus comme graves. Les textes prévoient pourtant le fait que ce soit une sanction exceptionnelle qui sanctionne Déjà ? Combien ? 5 minutes, ça va, je vais aller vite, je vais accélérer. D'accord. Donc je vais faire encore plus court. Donc, on a là constaté un discours très très fort dans les équipes ou dans beaucoup d'équipes sur le fait que l'enjeu, c'est d'abord de marquer le cadre. L'enjeu, ce n'est pas le comportement perturbateur qui est sanctionné. C'est le fait de dire, on a des jeunes élèves à qui il faut qu'on puisse signifier le cadre. Et là où on pouvait avoir d'autres modalités pour signifier ce cadre, on voit que l'exclusion temporaire, au vu de ces chiffres-là, elle est massivement utilisée pour marquer ce cadre. Et les équipes nous disent aussi régulièrement, ce cadre en plus, il est relativement confortable, parce que c'est un cadre qui est particulièrement peu contraignant. Quand vous devez organiser
un accueil de ces élèves qui sont en heure de colle, etc. C'est d'un point de vue très, très direct, très, très rationnel, c'est contraignant pour un établissement scolaire. La sanction qui est à la fois la plus grave, parmi la plus grave, mais qui est aussi la plus économique en termes de mobilisation, c'est l'exclusion temporaire des élèves. Et qui marque, et qui est très utilisée dans un certain nombre des établissements qu'on a pu enquêter. Donc, cet enjeu-là, d'abord, ce focus, il y aurait d'autres mois sur lesquels on pourrait montrer et compléter un petit peu cette idée, mais l'idée que l'exclusion temporaire devient un outil, d'abord, d'affirmation du cadre qui déborde complètement les registres ordinaires pour lesquels cette sanction est prévue, et qui dit sans doute beaucoup des rapports des équipes avec les élèves, des difficultés de certaines équipes aussi, et quelque chose qui est sans doute important, des difficultés que rencontrent un certain nombre de directions des établissements pour travailler cette question de la relation aux équipes de professeurs ou avec certains professeurs qui demandent finalement des exclusions temporaires relativement massives parce qu'elles sont le signe d'une solidarité de l'équipe de direction avec les équipes enseignantes qui considèrent qu'elles sont confrontées à des difficultés fortes et réelles. Si on fait une projection sur le nombre d'élèves exclus par jour pour 120 collèges. 120 collèges, c'est la Seine-Saint-Denis au moment où on passe cette enquête il y a un peu plus d'un an. On voit que chaque jour, on a, ou sur chaque mois, pardon, sur certains mois, on a l'équivalent de ce qu'on a appelé un collège fantôme à la rue, c'est-à-dire les effectifs entre 400 et 600 élèves par jour dehors sur un territoire comme la Seine-Saint-Denis. Donc un recours massif à l'exclusion temporaire. Pour autant, on a aussi, dans notre échantillon, identifié 12% de ces établissements qui ont une pratique et un usage très réduit de l'exclusion temporaire. Vous voyez que sur ce tableau, on compare le nombre d'élèves exclus en moyenne par mois et par établissement, d'abord sur la moyenne de l'échantillon, et puis sur nos 12% d'établissements qui sont identifiés comme des établissements où l'exclusion temporaire est utilisée de manière beaucoup plus réduite. Ces deux, je ne peux pas rentrer là dans le détail, mais on a dans les deux échantillons des établissements qui sont en zone d'éducation prioritaire, d'autres qui n'y sont pas. On n'a pas une équivalence terme à terme du point de vue sociologique entre ces deux échantillons-là. Les effets de nombre, de toute manière, ne le permettent pas, mais ça reste quand même relativement comparable et on n'a pas d'écart extrêmement significatif entre les deux catégories d'échantillons. Reste que vous voyez les chiffres très très différents. 45 élèves exclus pendant le mois de septembre contre 4,2 seulement dans les 12% d'établissements identifiés, 46 en décembre, 4, 60 en février, 4,8, etc., etc. Ce qu'on observe là, je vais très vite, et vous me pardonnez d'aller si vite, mais c'est que dans nos 12% d'établissements, on a un écart et une différence mois à mois qui est beaucoup plus réduite et restreinte que pour les autres établissements. Là où on va avoir effectivement des marqueurs très forts sur les formes d'usure des personnels, sur la scansion des vacances, sur une expérience scolaire parfois difficile tout au long de l'année, sur ces 12% d'établissements, on a quelque chose de beaucoup plus ramassé, de beaucoup plus réduit. Au-delà du seul fait que ce soit réduit, on est aussi sur une pratique beaucoup plus ramassée. Et on s'est demandé, et on essaye, et on est toujours en train de le travailler, et je le redis d'un point de vue très ethnographique, on n'est pas sur des calculs, des mesures d'impact, sur ce genre de choses, on essaye d'identifier, ce qui fait que c'est 12% d'établissements qui sont sociologiquement relativement comparables à d'autres, ont des pratiques tellement différenciées du point de vue de l'exclusion temporaire. Ce qu'on a constaté, et ce qu'on est en train de constater, c'est qu'on a là des établissements qui très souvent travaillent sans forcément le formaliser sous ce terme-là, travaillent la question du climat scolaire et de l'amélioration scolaire de manière massive. Ils insistent beaucoup là-dessus. Ils ne l'appellent pas toujours comme ça, je redis, mais ils y travaillent. 4 éléments, et je m'arrête là pour qu'on puisse échanger. 4 éléments sur qu'est-ce que ça veut dire pour eux et pour ces établissements de travailler la question du climat scolaire et d'imaginer qu'elle a un impact du coup sur ces questions d'exclusion et plus généralement sur la réussite de leurs élèves. Parce que ce sont aussi des établissements où on réussit mieux qu'ailleurs.
Premier élément, c'est stabiliser les équipes pédagogiques et travailler en équipe. Et ça, c'est quelque chose qu'elle nous dit, enfin, c'est systématique. On est toujours sur des cas d'établissements qui ont des équipes relativement stabilisées et des projets qui sont menés pour stabiliser ces équipes et qui vont bien au-delà des seules propositions nationales de valorisation de points, etc. Deuxième élément important sur cette question de l'amélioration du climat scolaire qui revient, c'est le travail sur la justice scolaire, la lisibilité de l'ordre scolaire et la justice des punitions et des sanctions. Systématiquement, l'exclusion temporaire est utilisée comme un outil de travail de l'équipe et qui fait levier, et c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect-là, qui fait levier sur une dynamique collective de réflexion autour du métier d'enseignant, autour de la gestion de la relation éducative, autour de la manière avec laquelle on pense la question de l'éducabilité des enfants et des élèves, y compris quand c'est très difficile, et qui vient renseigner un petit peu cet enjeu de la justice à l'école. Troisième élément, celui du travail fort du développement d'une culture d'établissement qui s'ancre sur des projets d'établissement qui, en général, mettent en avant un enjeu à l'échelle de l'établissement et pas seulement à l'échelle de la classe, donc une valorisation très forte de l'échelle établissement comme ressource. Et dernier élément enfin, un travail très en lien avec l'environnement local, là où on imagine parfois, y compris dans les établissements dits les plus durs de ces fameux 12%, des établissements dans des zones en difficulté, des établissements qui seraient fermés à cet environnement. Dans les 12%, on constate au contraire des établissements qui mobilisent fortement le réseau local, le tissu local, les enjeux de coéducation. Et donc qui font finalement, et ça c'est les termes qui sont utilisés par les équipes directement, qui n'ont pas le sentiment de faire de l'innovation, mais qui ont plutôt le sentiment de travailler beaucoup et de déployer beaucoup d'énergie à faire vivre cet enjeu ordinaire de l'amélioration du climat scolaire. Et c'est quelque chose qui revient de manière extrêmement forte sur les retours qu'on peut avoir de ces équipes. J'en reste là parce que le temps m'est compté. J'ai vraiment été extrêmement synthétique, mais je suis à votre disposition pour échanger sur ces aspects-là.